Bonjour, je prends le relais après mon collègue Bernard, qui a fait le plaisir de me présenter, donc je ne vais pas remettre une couche. Nous allons passer en revue un petit peu la situation des nouveaux pupitres et donc en fait des interfaces qui vont être utilisées par les opérateurs. Donc ici, nous avons un exemple qui va nous permettre de faire un certain nombre de manipulations. Avant de rentrer dans les choses très concrètes, on va un petit peu, enfin, je vais un petit peu planter le décor et vous faire une petite synthèse des évolutions. Donc, vous voyez sur le slide de PowerPoint, donc sur la gauche, la situation qu'on peut considérer comme actuelle, où on a un certain nombre de pupitres associés à un certain nombre de tableaux de commande machine, et le tout lié à l'environnement de la 840 DSL. Et donc, sur la droite, vous voyez apparaître réellement des choses qui vont complètement changer la façon de conduire les machines, et le tout associé à une nouvelle gamme de tableaux de commande machine. Donc, ce qui est important de comprendre dans cette présentation, c'est les choses qui arrivent sont des choses en plus, les choses que vous connaissez déjà restent en place. Alors, au niveau des pupitres, donc, c'est décliné bientôt. Le 12 pouces n'est pas encore disponible, mais il arrive. Donc, décliné du 12 pouces au 24 pouces. Ces pupitres ont la particularité d'être... on a travaillé l'épaisseur, donc de permettre des intégrations dans les pupitres mécaniques plus faciles. Ils sont ce qu'on appelle en version neutre. Donc ici, vous voyez, il n'y a pas de marquage Siemens. Donc, ça va vous permettre de éventuellement les personnaliser à votre communication. On va aussi avoir la possibilité de ce fait-là de les installer à la fois horizontalement et verticalement pour les pupitres de grande dimension. Si je regarde la proposition en partant d'en bas, donc en bas, on voit, mon collègue vous en a parlé, de la PPU 1740, qui est la particularité de la C-Numeric One, qui est directement intégrée dans le tableau de commande machine, dans le pupitre. Donc, c'est disponible en 15 pouces et en 19 pouces. L'imagerie est gérée directement par le noyau commande numérique. On monte d'un cran, donc nous arrivons au cinématique ITC. Donc, l'ITC, au niveau de l'écran, intègre un dialogue direct avec la commande numérique et nous allons de nouveau exploiter l'imagerie qui vient de la commande numérique. Donc, disponible à l'heure actuelle en 15, 19 et 22 pouces, et bientôt en 12 et 24 pouces. On progresse d'un cran, donc là, on a maintenant besoin d'un PC, pour tout un tas de raisons de personnalisation d'image, et donc nous avons utilisé un IFP. Donc l'IFP, c'est un écran qui offre la possibilité de se raccorder à un PC qui, lui, va être dans l'armoire électrique. On va regarder après un petit peu le détail de la connexion. Et donc, après, on a une offre donc, qui ressemble à ce qui se faisait à une époque avec les PCU 50, qui permet d'avoir le PC directement intégré dans le pupitre. Donc, en 15, 19, 22 et 24 pouces. Alors, on va regarder un petit peu le cas particulier des IFP. Donc ça, c'est l'IFP actuel, dans le fonctionnement actuel. Premier cas de figure, le PC se trouve dans l'armoire électrique et la distance entre le PC et l'écran de la machine est inférieure à 5 mètres. Donc vous aviez une connexion directe. Ça ressemble furieusement à ce qu'on va voir avec un PC et un écran sur un bureau. Quand on s'éloignait, vous passiez ce qu'on appelait en IFP Extended V1, et là, vous aviez de nouveau un boîtier qui vous permettait d'aller jusqu'à 30 mètres suivant le type de connexion que vous choisissiez. Ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. Un petit peu un inconvénient, c'est qu'on se retrouve avec quand même plusieurs câbles à passer entre l'armoire électrique et le pupitre. Donc là, grosse évolution. On va passer en IFP Extended V2. Et là, l'intérêt, c'est que on a un boîtier qui traite la totalité des signaux. Et donc après, on a un seul câble qui va vers le pupitre. Et la longueur maximum est de 100 mètres. Donc c'est quand même une grosse
c'est une grosse amélioration. Maintenant, au niveau de l'environnement de commande de la machine, on va pouvoir faire des choses soit standards, hein, donc on a une offre catalogue, donc vous pouvez l'utiliser directement, mais on va aussi avoir la possibilité de faire des choses très personnalisées. Alors, par rapport aux anciens tableaux de commande machine, on va avoir des évolutions très notables. Donc, sur les anciens tableaux de commande machine, on avait des boutons, et puis en dessous de chaque bouton, on avait une LED qui indiquait si le bouton était actif ou pas. Donc ici, on va un peu changer de monde. Et donc ici, vous allez avoir la possibilité d'avoir donc de la boutonnerie qui ne vous perturbe pas par rapport à l'environnement qu'on a connu. Mais au niveau de la signalétique, ça va être une boutonnerie plus personnalisable, dans le sens où le fait que le bouton soit actif ou pas, donc, est fait dans le bouton lui-même, c'est des LED intégrés. Et ici, vous allez pouvoir bénéficier de différentes couleurs. Donc, vous pourrez avoir des couleurs, du blanc, du vert, du rouge, voire même des variantes en orange ou des choses comme ça. Donc, ce qui est clair, c'est sur la partie personnalisable par le constructeur machine, on va avoir beaucoup plus de liberté et plus de modalité. Excusez-moi. Alors, après, donc ça va aussi, Siemens va offrir la possibilité de prendre en besoin vos besoins particuliers. Donc, vous pouvez les exprimer auprès de nos commerciaux. Et à partir de là, on sait vous bâtir des pupitres qui vous sont entièrement personnels à partir d'éléments standards. C'est un petit peu ce qui est expliqué sur cette diapo, où sur la gauche, on voit les différents éléments qui sont disponibles. Donc, quelque part, le catalogue des éléments séparés les uns des autres. Et ce qui fait que sur la droite, on va pouvoir déboucher soit sur une offre standard, soit sur des choses qui vous seront complètement personnelles. Il y a déjà des constructeurs en France qui ont fait cette solution-là pour avoir une approche pour que l'opérateur puisse tout de suite voir qu'il a affaire à la machine de la marque et qu'il se sente dans l'environnement de la marque. Alors, au niveau des pupitres standards, donc on va compléter notre gamme et elle va se décliner du pupitre dédié à l'écran 19 pouces, puis du 22 pouces. Donc ici, ben voilà, on a l'exemple, hein, c'est la troisième ligne. C'est le SI numérique One MCP 2200. Et puis, évidemment, comme on a un écran en 24 pouces, il y a une version 24 pouces. Alors, un point important, c'est l'arrivée du PowerRide. La chose importante à savoir, c'est que c'est un élément qui est livré indépendamment du tableau de commande machine. Donc, c'est une chose que vous pouvez acheter indépendamment et que vous allez pouvoir placer dans l'environnement de votre machine. Qu'est-ce que le PowerRide va amener comme fonctionnalité? Donc, il faut reparler de l'override précédent, dont le seul rôle était de contrôler la vitesse de déplacement de la machine et de moduler la vitesse de déplacement de la machine en fonction de sa position, de 0 à 120%. Donc, évidemment, le PowerRide va conserver cette fonctionnalité. Mais on va amener des choses en plus. Donc, les choses en plus, c'est une signalétique lumineuse autour du bouton. Et donc, un changement de couleur en fonction de la position du bouton. Donc, au départ, on est éteint. Et puis, progressivement, on va monter. Donc, on va vers les 100%. Arrivé 100%, on passe vert. Si on dépasse, dans un premier temps, on est orange. Et jusqu'à atteindre rouge quand on va arriver aux 120%. Donc, on a déjà la possibilité de personnaliser la signalétique. Donc, le constructeur de la machine peut décider que la couleur a des significations différentes sur sa machine s'il veut la personnaliser. Là, ce que je vous ai montré, c'est l'offre standard. On va avoir encore une autre chose qui va être intégrée dans le bouton. Donc ici,
je passe en mode automatique. Je passe en mode automatique. OK. Pour qu'on voie un petit peu ce qui va se passer, c'est pas nouveau, c'est classique. Je passe en dessiné simultanément. Et là, mon PowerRide a la fonction de départ cycle. Donc, si j'appuie dessus, je me mets en usinage. Voilà. Donc, maintenant, on va se mettre en suspens et on va aborder un changement de façon de travailler qui va être amené par le PowerRide. Donc, ça va être le fonctionnement quand on va être en mode bloc à bloc. Donc, le bloc à bloc, jusque maintenant, vous appuyez sur le bouton bloc à bloc. Et puis, vous deviez vous-même ramener l'override à 0. OK. La machine s'arrêtait en fin de bloc. Vous deviez passer la main sur le départ cycle, appuyer sur le départ cycle, passer la main sur l'override, tourner l'override pour déclencher le déplacement de la machine. Une fois que le bloc était terminé, c'était à vous de ramener l'override à 0 et de recommencer le processus. Là, maintenant, le PowerRide va un peu changer, pas un peu, va beaucoup changer les choses et beaucoup simplifier les choses. Donc, je vais vous en faire une démonstration. Donc, nous sommes, je vais relibérer. On va se remettre en travail normal. Voilà. Ma machine est en usinage. Donc, pas de souci particulier. Et puis, je décide de passer en mode bloc à bloc. Donc, j'active le bloc à bloc. En fin de bloc, voilà, la machine s'est mise à l'arrêt. Elle m'indique qu'elle est en arrêt mode bloc par bloc. Et au niveau de mon override, je vois que la bande verte s'est éteinte, donc il est passé à 0. Il attend mes instructions. Et je vois que la partie cycle start clignote. Donc en fait, moi, il m'attend de moi que je lui donne l'ordre de redémarrer. Donc je vais appuyer sur démarrage. Et donc ici, maintenant, je dois donner l'ordre du mouvement. Donc je tourne le bouton pour donner l'ordre du mouvement. Arrivé au prochain bloc, il s'arrête de nouveau. Et puis, je recommence mon processus. Donc on voit que là, j'ai une façon très sûre de travailler. Je suis réellement dans les règles. Les règles, c'est quand je suis en bloc à bloc, à la fin de chaque bloc, je dois m'arrêter, mais ça, c'est pas nouveau, c'est la scène qui le faisait déjà. L'override revient à 0 tout seul, je dois rappuyer sur départ cycle et je vais rouvrir le déplacement de l'override. Alors, des petites choses que je n'ai pas montrées qui sont aussi sympathiques, c'est que le bouton, alors évidemment là vous ne pouvez pas le sentir, est doté d'une fonction de vibration. Donc sur les positions spécifiques 0, 100% et 120%, vous avez une vibration. Une autre sécurité est que si vous tournez sans vous arrêter, vous êtes limité à 100%. Pour aller au-delà de 100%, il faut s'arrêter et il faut repartir la rotation. Donc voilà, je pense que j'ai essayé de vous montrer les points principaux de l'override et que c'est quelque chose qui va vraiment changer la façon de conduire les machines. Point suivant, le HT10. Donc le HT10, le voilà. C'est le remplaçant du HT8. Donc ici, nous allons passer avec un écran en 10 pouces 4. Donc il faut un peu imaginer les choses. Il y a 20 ans, un écran en 10 pouces 4, c'était l'écran principal. Maintenant, en fait, un écran en 10 pouces 4, ça devient le deuxième écran de la machine. On pourrait d'ailleurs se poser la question si, pour certains cas de machine, ça n'aurait pas du sens de conserver juste cet élément-là.
sachant qu'on le livre soit en câble spiralé, soit en câble droit, avec un système de déconnexion à chaud. Les caractéristiques principales, donc écran 10 pouces 4, écran multitouch, donc fonctionne comme une tablette. Comment prendre le contrôle du pupitre? C'est très facile, je pose le doigt dessus et j'ai une demande de prise en charge. Une fois que la prise en charge est faite, on voit que l'imagerie devient beaucoup plus brillante. Un autre détail, on voit ici que le tableau de commande machine principal se met à clignoter. Donc là, c'est un signal, c'est pas obligatoire, c'est une fonction qu'on active qui indique à l'opérateur qu'il est passé sur le pupitre mobile et que donc il n'a plus le contrôle du panneau principal. Donc après, au niveau de l'utilisation du HT10, on va trouver évidemment l'arrêt d'urgence, on va trouver l'homme mort, on va trouver une petite fonction sympathique qui est cachée ici, qui est un port USB, et puis on va trouver les classiques départ cycle, contrôle d'axe, et puis potard, qui lui n'est pas un override, malheureusement il n'y a pas la place, qui est, malheureusement pas un power ride, mais qui est un override classique. Et puis la manivelle en option. Comment je fais pour m'en servir? En fait, parfaitement comme sur le pupitre principal. Donc tout va se dérouler de façon tactile. Ici, je passe en manuel. Mon but est de déplacer les axes. Donc je choisis mon axe. Hop là, c'est mieux quand je suis en face. Voilà. Donc je choisis par exemple l'axe Z. Je décide d'activer la manivelle. Donc je active la manivelle. Je choisis l'incrément. Et de façon très classique, je vais déplacer mon axe. Quand j'ai terminé, je fais arrêt. Je désélectionne la manivelle. Je désélectionne l'axe. Hop là. Voilà. Donc, un exemple de pilotage du HT10. Qu'est-ce qu'on va trouver comme autre fonctionnalité? Bien, en fait, on va trouver toutes les fonctionnalités qu'on a besoin dans une conduite machine. Alors, des petites choses sympas. Si la barre de conduite, vous préférez la voir de l'autre côté de l'écran, vous pouvez la basculer de façon toute simple. Et après, on va trouver toutes les zones de fonctionnement classiques. Donc, on peut aller dans la gestion des outils. Donc, on voit ici, il y a la notion du multitouch où on va pouvoir déplacer avec le doigt la table d'outils. On peut tout à fait aller dans la gestion des programmes. La gestion des programmes. Donc là, tout ça n'est pas nouveau, c'est déjà porté depuis longtemps. On va pouvoir, par exemple, afficher un plat en format DXF, et là, on va bénéficier des fonctions multitouch, un peu comme sur une tablette, de pouvoir dézoomer sur un document avec les doigts. De même, évidemment, on va pouvoir aller dans son programme, si on veut faire des modifications, des choses comme ça, les alarmes. En fait, toutes les choses sont accessibles directement. Donc, quelque part, ce pupitre qu'on va qualifier d'annexe peut tout à fait servir à une conduite de machine. Là, à voir le contexte qu'on veut donner à sa machine. Voilà. Maintenant, comment je fais pour reprendre le contrôle du pupitre principal? Bien, c'est extrêmement simple. Je pose le doigt dessus et donc je vais repasser sur le pupitre principal. Et donc ici, on voit que le tableau de commande machine s'est réactivé. Alors, avant de vous montrer un petit peu plus des fonctionnalités dans le Display Manager, je vais vous donner quelques informations sur les évolutions de l'IHM. Alors, première évolution de l'IHM, vous pouvez rester compatible avec ce que vous connaissez à l'heure actuelle. Donc, par paramètre, vous pouvez demander à la Sinumeric One de faire un affichage de l'environnement opérateur comme il était à l'heure actuelle sur la 840 DSL. Donc, si un client a une ligne de machine, il veut rentrer une nouvelle machine,
mais il ne veut pas que les opérateurs soient perturbés dans leur travail, on va s'afficher dans ce cadre-là. Ensuite, vous allez commencer à venir dans l'environnement IHM de la Silmeric One. Donc, première étape, vous évoluez vers la nouvelle charte graphique. Bon, c'est un petit peu plus moderne, voilà, mais bon, pour l'instant, c'est pas encore très spectaculaire. Attention, il y a tout un tas de petites évolutions sympathiques. Alors là, je vais vous en montrer une qui est dans le coin en bas à droite. Ici, c'est le fameux bouton extension Siemens. Et donc ici, vous avez directement le nombre de pages qui est disponible sur la page principale où vous vous trouvez. C'est pas forcément spectaculaire, mais à l'usage, réellement, c'est bien pratique. Donc après, vous allez venir ce qu'on appelle, toujours par paramètre, hein, donc ce n'est pas une option, vous allez venir vers la barre de conduite machine. Donc la barre de conduite machine, c'est quelque chose dont je vous ai fait un peu la démonstration en utilisant le HT10. Donc on a vu la possibilité de passer la barre de conduite machine soit à gauche, soit à droite. Qu'est-ce que c'est cette barre de conduite machine? C'est le remplacement du bouton Select que Siemens a toujours eu depuis le début des 840D. Évidemment, puisque nous, on est avec un pupitre entièrement tactile, évidemment, cette notion de bouton menu Select n'existe plus. Et puis ici, je vais vous faire un petit focus sur ce qui se passe avec le petit pavé qui est apparu ici. Donc, le petit pavé qui est apparu ici, ça va servir à changer de mode de fonctionnement. Donc, éventuellement, ça va permettre de faire disparaître le bloc de boutons qui se trouve ici. Et puis, on va aussi avoir, donc je vais revenir en jog, voilà, la possibilité d'avoir des petites fonctions en plus, mais qu'on a vu avec le HT10, hein, qui était la sélection de la manivelle. Et puis, on a des petits boutons en plus, par exemple, l'accès à l'aide interactive, des choses comme ça. Étape d'après, vous allez passer ce qu'on appelle au widget. Donc, en fait, vous avez l'idée, c'est de complémenter les informations qui vont être données à l'opérateur. Donc, on a les informations de base de la commande numérique, plus sur la gauche, un bandeau qui apparaît et qui donne des informations complémentaires. Donc, nous, ici, quand on est en Display Manager, c'est un petit peu plus ramassé, mais le principe reste le même. Et donc, ici, on va aussi avoir la possibilité de personnaliser. On va livrer, nous, Siemens, des widgets standards, mais vous, constructeurs, vous pouvez décider de rajouter des choses. Et puis, important, c'est de temps en temps, les gens veulent peut-être être plein écran et pas avoir ces infos complémentaires. On va avoir un petit bouton qui permet d'ouvrir et de fermer cette zone-là. Étape d'après, là, on va arriver sur le Display Manager. Le Display Manager est une option. C'est quoi l'idée? En fait, l'idée, c'est, OK, vous allez installer un écran de 22 pouces, vous allez installer un écran de 24 pouces, mais ce n'est pas forcément utile d'avoir les infos de base machine en très très grand. Donc, ça va permettre d'amener des informations complémentaires. Les informations complémentaires, ça peut permettre de retirer des écrans qui ont été rajoutés en plus sur la machine. Donc, on va pouvoir intégrer des caméras. Ici, oui, alors, ce que j'ai oublié de dire, version horizontale ou version verticale. Et donc, au niveau de l'intégration des écrans, on va pouvoir avoir des choses comme des informations qui viennent d'autres sources. Ça peut être, je vais vous montrer ici, donc de la documentation PowerPoint, avec ici la possibilité d'aller chercher où j'ai rentré la documentation, un petit peu comme on le ferait sur son propre PC. On va pouvoir avoir le clavier alphanumérique si on veut supprimer le clavier réel et de passer entièrement en une conduite machine sur écran tactile. Et puis ici, un petit bouton donc, qui s'appelle EMI MCP, et lui, il va permettre de rajouter des fonctions du tableau de commande machine physique. Donc, de nouveau, l'idée,
c'est de se diriger vers un environnement de plus en plus tactile et de plus en plus multitouch. Mais tout ça n'est pas une obligation, hein. Comme on le voit ici, on peut tout à fait décider de marier le monde tactile avec le monde physique. Ici, je décide de conserver un clavier physique complet. Mais effectivement, si moi je veux aller éditer un paramètre, ici, j'ai demandé l'activation du pavé virtuel. Alors, ça, c'est à savoir, des fois, il y a des opérateurs qui sont gênés par cette double chose. Donc là, on peut décider de verrouiller le clavier virtuel, et donc il n'apparaîtra plus. Donc l'opérateur se servira que de son clavier physique. Donc vraiment, l'idée, c'est de marier les deux mondes. Alors, qu'est-ce qu'on va encore voir aussi, qui va être pratique? C'est qu'ici, on va permettre, donc l'opérateur, pas de paramètres, rien à régler, de basculer de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite. Donc on va s'adapter aux droitiers et aux gauchers. Ça, c'est réellement une grande avancée, hein, parce qu'il faut quand même un peu le dire que le monde des gauchers n'était pas très pris en compte dans les interfaces de machine. Ici, vous allez pouvoir aussi décider que vous voulez repartager l'écran sous une autre forme. Donc, on a quand même beaucoup de possibilités qui vont être offertes directement à l'opérateur. On va même aussi pouvoir se connecter à des choses externes. Donc ici, je vais aller sur le web. Donc là, je suis en train de rechercher une page adresse, voilà. Donc, bon, ça n'a rien de particulier à voir, hein, c'est un site web pris un peu au hasard. Et donc, cette chose-là, ça va vous permettre aussi d'être à la fois présent sur la machine, mais connecté à votre environnement. Vous pouvez prendre aussi le contrôle à distance d'un autre PC. Donc, vous étiez au BE, vous descendez à l'atelier, vous arrivez devant la machine, et en fait, vous vous rendez compte qu'il vous manque des informations. Eh bien, depuis cet écran-là, depuis la machine, vous allez pouvoir aller récupérer les informations. Donc, c'est vraiment, pour moi, hein, c'est vraiment une nouvelle façon de conduire les machines. Et vraiment dans un environnement à la fois qui peut être familier ou qui débouche vraiment sur un fonctionnement comme sur une tablette. Donc voilà, je vous ai fait un petit tour de vue des nouvelles possibilités des écrans. Et donc, bien, puisque vous l'avez compris, nous allons passer à la séance des questions-réponses. Et donc, voilà mon questionneur. Je le crains parce qu'il va poser des questions. Oui, Luc. François, alors tes présentations ont eu du succès et ont attiré donc la curiosité des personnes de notre auditoire. Alors, première question. Ouf. Si vous voyez la liste qu'il a, on est mal. Première question, le PowerRide est-il cranté? Alors, en fait, il est cranté, mais une réponse de Normand. Là, le débat, c'est que malheureusement, vous êtes derrière vos PC et vous n'avez pas la main dessus. Et si vous aviez la main dessus, effectivement, vous sentiriez qu'il est cranté, mais ce n'est pas fait à la façon de l'override. Mais effectivement, et donc, le gros avantage, voilà, par exemple, moi, je sais que je suis à 100%. Pourtant, je regarde Luc. Je sais que je ne suis plus à 100%. Je sais que je suis à 100%. Donc, on a des informations tactiles qui remontent directement. Et ça, pour moi, c'est vraiment un changement de paradigme. Tout à fait. On sait que les opérateurs, lors de manipulation de la machine, ils ont le nez collé à la vitre pour observer la machine et c'est de sentir la position de l'override, c'est vraiment un avantage. Autre petite question à laquelle je vais répondre directement. Le HT8, a priori, va être remplacé par le HT10, mais la question est, est-ce qu'il va rester sur le marché? Alors, la réponse, elle est la suivante. En fait, le HT8 va rester sur le marché tant qu'on aura la 840 DSL sur le marché. Sachez aussi, si vous ne l'avez pas noté, que le HT10 peut être utilisé aussi sur la 840 DSL à partir de la version logicielle.
Est-ce que le HT10 est disponible en version sans fil? Ah, alors ça c'est une sacrée question et je demande le joker. Donc là, ça n'existe pas en sans fil. Les éléments qui sont en ma possession, c'est pas tellement un problème technique. Chez Siemens, nous avons des pupitres sans fil qui sont utilisés, par exemple, dans le domaine des grues. Donc, nous, on sait faire. Mais visiblement, il y a un environnement normatif. Alors, je n'ai pas les détails, je suis honnête avec vous, mais pour moi, c'est un problème d'environnement normatif. Parce qu'évidemment, on imagine bien que si on va dans le sans fil, les gens vont monter dans les machines, et donc, il faut traiter la sécurité de la personne qui vient de monter sur une table de machine, sachant qu'une table de machine, c'est plein d'huile, et donc, par nature, c'est dangereux. Donc, je n'ai pas une réponse précise à vous donner, mais pour moi, je pense que c'est des aspects normatifs qui limitent la possibilité de ces choses-là. Ok, merci. Encore un point sur le HT10. Bon, ta présentation a été très détaillée, c'était pas facile de tout retenir. Est-ce que le HT10 peut être utilisé sans pupitre principal comme pupitre principal? Ben, ça peut être l'idée. L'idée peut être qu'effectivement, vous utilisez qu'un HT10. Ok. Alors là, je vais lire la question parce qu'elle est un petit peu détaillée. Sur les nouveaux pupitres, le bouton poussoir cycle pour démarrer l'usinage en mode auto continu est celui du PowerRide ou bien existe-t-il toujours le bouton poussoir cycle comme auparavant? D'accord. Ben, ça, c'est une question facile à répondre puisque nous allons passer en automatique et nous allons utiliser le départ cycle comme avant. Donc la réponse est oui. Les deux peuvent cohabiter. Maintenant, moi, à mon sens, là, on a essayé de présenter quelque chose qui montre tout, mais ce n'est pas forcément le but. Moi, si j'étais constructeur de machines, j'essaierais de minimiser le plus possible la partie tableau de commande machine, de reporter le plus possible de fonctionnalités au niveau de l'interface numérique. Et donc, évidemment, tout le pavé qui est là peut disparaître, hein, puisque le départ cycle va être fait par le PowerRide. Et puis, eh bien, ici, on voit que je vais pouvoir aussi utiliser toute cette zone-là. Donc, c'est une question d'ergonomie de machine. C'est des choses à voir, mais nous, c'est ouvert. Vous pouvez aller dans la direction que vous voulez. Très bien. Encore un petit mot là, dans ta présentation. Il y a un point qui est souvent utilisé par nos clients pour la partie développement IHM, c'est WinCC. Donc, si un client fait un développement WinCC, est-ce que le développement WinCC peut-il être visible sur le HT10? Alors, la réponse est oui, c'est déjà possible. Par contre, Bernard a déjà en partie répondu à cette question qui était posée sur HMI Pro. Et donc, effectivement, avec l'arrivée du nouveau version de WinCC, ça sera encore plus facile. Ça sera encore plus intégré. Mais c'est déjà possible. À noter qu'on peut faire de l'easy screen hein, pour les gens qui veulent faire des choses simples. OK. Ensuite, tu as parlé du VNC Viewer. Le VNC Viewer permet-il de prendre la main sur l'écran de la scène à distance? Alors attention, il ne faut pas mélanger VNC Viewer dont le but est d'aller vers un PC externe et donc le télédiagnostic qui est de l'externe venir prendre le contrôle de la machine. Donc, réponse oui, mais ce n'est pas cette fonctionnalité-là qu'il va falloir activer. Très bien, ben voilà, c'était la liste des questions, merci. Voilà. Donc, il me semble que c'est l'heure de la pause. Et donc, je n'ai plus l'horaire exact en tête, mais je crois que nous nous retrouvons dans 5-10 minutes. Il me semble que c'est à 10h30. Voilà, à tout de suite.